Bonsoir à tous. Retenez tout d'abord que le Conseil des ministres s'est réuni ce jour, vendredi 2 mai 2014, dans la salle habituelle des délibérations sous la présidence de Issoufou Mahamadou, président de la République, président du Conseil des ministres. Après examen des points inscrits à l'ordre du jour, le Conseil a pris les décisions suivantes. Le compte rendu de Rahilat Cheib. Au titre du ministère des Affaires étrangères, la coopération de l'intégration africaine et des Nigériens à l'extérieur, le Conseil des ministres a examiné et adopté les projets de texte ci-après. Projet de loi autorisant la ratification de l'accord de coopération technique entre la République du Niger et la République tunisienne signé le 7 novembre 2012 à Niamey. Cet accord a pour objet de définir un cadre de coopération entre le Niger et la Tunisie pour l'échange des experts, le recrutement de coopérants et la formation des ressortissants de nos deux pays dans divers domaines techniques. À cet effet, les deux parties s'engagent d'un commun accord à exploiter les possibilités de financement des accords de coopération auprès des pays et des institutions internationales favorables à la coopération technique pour le développement. Le présent accord cadre avec la politique de modernisation de notre administration et permettra aux fonctionnaires et autres agents de l'administration de bénéficier de formations et d'approfondir leurs connaissances. Cet accord entre dans la catégorie des instruments juridiques visés à l'article 169 de la Constitution du 25 novembre 2010, dont la ratification ne peut intervenir qu'après l'adoption préalable de loi d'autorisation. Projet de loi autorisant la ratification de l'accord cadre de coopération entre la République du Niger et la République bolivarienne du Venezuela dans le secteur énergétique signé à Port-la-Mar, Vinar Esperta le 27 septembre 2009. L'objectif du présent accord est de créer le cadre juridique régissant la coopération dans le secteur de l'énergie et des mines entre les deux pays. À cet égard, les parties s'engagent à échanger leur expérience, d'une part dans les domaines de l'exploitation, de la production minière et pétrolière, notamment en ce qui concerne le pétrole et le gaz, et d'autre part dans le domaine de l'énergie, à savoir la production, la transmission et la distribution de l'électricité. Le présent accord entre dans la catégorie des instruments juridiques visés à l'article 169 de la Constitution du 25 novembre 2010, dont la ratification ne peut intervenir qu'après l'adoption préalable d'une loi d'autorisation. Projet de loi autorisant la ratification de la convention de ligne de crédit en dollars entre le gouvernement de la République du Niger et Exim Bank de l'Inde pour le financement du projet d'approvisionnement en eau potable pour les communautés semi-urbaines et rurales du Niger, signé le 14 mars 2014 à New Delhi, Inde. À travers cette convention, la Banque Import-Export Exim Bank de l'Inde s'engage à mettre à la disposition de la République du Niger une ligne de crédit d'un montant de 25 millions de dollars des États-Unis d'Amérique, soit l'équivalent de 12 milliards 500 millions de francs CFA en vue de l'achat des biens et services, y compris les machines et matériels nécessaires pour la fourniture de l'eau potable aux collectivités semi-urbaines et rurales ainsi que les services du Conseil qui seront fournis dans ce cadre. L'objectif de cette convention est de permettre au gouvernement de la République du Niger de disposer de ressources financières nécessaires en vue du financement de ce projet. Au regard de l'article 169 de la Constitution du 25 novembre 2010, la présente convention entre dans la catégorie des accords qui ne peuvent être ratifiés qu'à la suite de l'adoption préalable d'une loi d'autorisation. Ces trois projets de loi seront transmis à l'Assemblée nationale pour adoption. Au titre du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, le Conseil des ministres a examiné et adopté le projet de loi modifiant l'ordonnance numéro 2010-040 du 1er juillet 2010 portant création d'un établissement public à caractère scientifique, culturel et technique dénommé Université de Maradi, modifié par l'ordonnance numéro 2010-119 du 9 décembre 2010. Le présent projet de loi intervient pour modifier la dénomination de l'Université de Maradi qui devient désormais l'Université d'Andikodan Koulodo de Maradi. Ce projet de loi sera transmis à l'Assemblée nationale pour adoption. Au titre du ministère de l'Équipement, le Conseil des ministres a examiné et adopté le projet de loi fixant les conditions complémentaires de financement de la Caisse autonome de financement de l'entretien routier CAFER. Le présent projet de loi est pris pour allouer un complément de financement à la Caisse autonome de financement de l'entretien routier CAFER, ce qui permettra à cette structure de mener efficacement sa mission. En effet, le réseau routier bitumé nigérien ayant vocation à atteindre les 7000 km dans les années à venir, il devient impérieux de prévoir des mécanismes pérennes de son entretien permanent. C'est pourquoi 20 francs par litre de gasoil et d'essence à la pompe seront affectés à la CAFER pour assumer cette mission d'intérêt général.
En outre, ce prélèvement est fait sur les ressources qui font jusqu'ici partie du budget national et n'aura aucun impact sur le prix des hydrocarbures à la pompe pour les consommateurs. Ce projet de loi sera transmis à l'Assemblée nationale pour adoption. Au titre du ministère du Plan de l'Aménagement du Territoire et du Développement communautaire, le Conseil des ministres a examiné et adopté le projet de décret portant adoption de la politique nationale d'aménagement du territoire. Le présent projet de décret porte adoption de la politique nationale de l'aménagement du territoire. L'aménagement du territoire a pour objet de synchroniser toutes les politiques sectorielles de l'État avec comme objectif de base l'harmonie et la cohérence des actions de développement sur le territoire. La politique de l'aménagement du territoire vise quant à elle à lutter contre les disparités intrarégionales et interrégionales, ce qui justifie la nécessité d'en disposer. C'est pourquoi le ministère du Plan de l'aménagement du territoire et du développement communautaire, en concertation avec les ministères comme ceux en charge de l'urbanisme, de l'agriculture, de l'élevage, des mines, de l'énergie et d'autres institutions, a élaboré cette politique nationale de l'aménagement du territoire. Il a été également révisé la loi numéro 2001-032 portant orientation de la politique d'aménagement du territoire pour l'adoption au contexte actuel de la décentralisation. Dans ce cadre, un atelier national de validation a regroupé tous ces acteurs pour la validation de ces deux documents. Ce projet de décret s'inscrit parfaitement dans le cadre de la politique de développement économique et social du gouvernement. Mesures nominatives. Le Conseil des ministres a examiné et adopté les mesures individuelles suivantes. Au titre du ministère des Affaires étrangères, de la coopération, de l'intégration africaine et des Nigériens à l'extérieur, Mme Danana Aïcha Danladi, ministre plénipotentiaire premier échelon, matricule 479, est nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Niger auprès de la République du Ghana. Monsieur Amarou Sonrai Oumarou, conseiller des affaires étrangères, matricule 61256, est nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Niger auprès du Royaume d'Arabie Saoudite. Monsieur Abdou Boubacar, conseiller des affaires étrangères, matricule 40417, est nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Niger auprès de l'État du Koweït. Au titre du ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement, M. Bawa Garba, ingénieur général des travaux publics de mine de classe principale 3e échelon, matricule 19733 Barca, est nommé secrétaire général du ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement. M. Lamido Kanta, technicien supérieur en hydrologie opérationnelle, est nommé secrétaire général adjoint du ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement. M. Cheibou Tankari, ingénieur en chef des travaux publics et mines, matricule 70826, est nommé conseiller technique du ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement en matière d'hydraulique urbaine et semi-urbaine. M. Ismaïl Bobaji, ingénieur en chef des travaux publics et mines, matricule 56167, est nommé directeur général de l'assainissement au ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement. M. Doula Adamou, ingénieur en chef des travaux publics et mines, matricule 46316, est nommé directeur général de l'hydraulique au ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement. M. Atahiru Karbo, ingénieur général des travaux publics et mines, matricule 59016, est nommé directeur général des ressources en eau au ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement. Au titre du ministère des Postes, des Télécommunications et de l'économie numérique, M. Arbi Issoufou, titulaire d'une licence en gestion des entreprises et projets, matricule 48987-D, est nommé conseiller technique du ministre des Postes, des Télécommunications et de l'économie numérique. M. Issifou Boubacar Jibo, titulaire de master spécialisé réseau et services de télécommunication, matricule 103-545-S, est nommé directeur de l'économie numérique au ministère des Postes, des Télécommunications et de l'économie numérique. M. Issifouchi, directeur administratif, matricule 119-491-N, est nommé directeur des ressources financières et du matériel au ministère des Postes, des Télécommunications et de l'économie numérique. M. Issaka Jaharou, titulaire d'un DES en gestion de projet, matricule 103-456-L, est nommé directeur de technologie de l'information du ministère des Postes, des Télécommunications et de l'économie numérique. Au titre du ministère de la Culture, des Arts et des Loisirs, M. Kounaté Ousmane, titulaire d'un DES en gestion des projets, matricule 50211-Z, est nommé inspecteur des services au ministère de la Culture, des Arts et des Loisirs.
M. Oumarou Makama, titulaire de Master 2 en anthropologie de développement, est nommé conseiller technique du ministre de la Culture, des Arts et de Loisirs. M. Salou Abdou, administrateur culturel, matricule 54401-R, est nommé directeur général du patrimoine culturel au ministère de la Culture, des Arts et des Loisirs. M. Maman Ibrahim, chargé d'enseignement, matricule 102-934-X, est nommé directeur général de l'entrepreneuriat et de l'économie culturelle. M. Sani Koulé, inspecteur de la jeunesse et des sports, matricule 46-260-U, est nommé directeur de la promotion de l'entrepreneuriat artistique au ministère de la Culture, des Arts et de Loisirs. M. Adamou Dalladi, conservateur du musée, matricule 5882-S, est nommé directeur du patrimoine culturel et des musées au ministère de la Culture, des Arts et des Loisirs. Madame Djiré Bania Fatima Inoussa, administratrice culturelle, matricule 6430-D, est nommée directrice de la promotion des industries culturelles au ministère de la Culture, des Arts et des Loisirs. Monsieur Maman Abdelrazak, inspecteur de la promotion humaine, matricule 56344-R, est nommé directeur du cinéma, de l'audiovisuel au ministère de la Culture, des Arts et des Loisirs. M. Sana Rabiou, sociologue, matricule 82-907-D, est nommé directeur des études et de la programmation au ministère de la Culture, des Arts et des Loisirs. M. Djibo Munkaila, juriste, matricule 54-844-V, est nommé directeur de la législation au ministère de la Culture, des Arts et du Loisir. Au titre du ministère de l'Énergie et du Pétrole, M. Salouhou Hamidine, ingénieur en puissance et réseau électrique, professeur à l'université Tafawa Balewa Bauchi, Nigeria, est nommé directeur de l'Agence nigérienne de promotion de l'électrification rurale. M. Hamani Boubé, ingénieur en génie du pétrole, matricule 82-690-C, est nommé directeur de l'exploitation et de la production des hydrocarbures au ministère de l'Hydraulique et du Pétrole. Au titre du ministère de la Communication et des Relations avec les institutions, M. Mohamed Ntizikei Al-Moumer est nommé membre du Conseil économique, social et culturel CESOP au titre du représentant de l'Union des scolaires nigériens USN. Au titre du ministère de l'Intérieur, de la Sécurité publique, de la décentralisation des affaires coutumières et religieuses, il a été mis fin aux fonctions de directeur des affaires juridiques et de la réglementation exercées par M. Abdou Seydou Seyni, directeur administratif, matricule 3049. Administration territoriale, M. Soumane Issaka est nommé préfet de Kolo. M. Omar Mahamman, précédemment préfet de Tanout, est nommé préfet de Tera. M. Ibrahim Boubacar, précédemment préfet de Boboy, est nommé préfet de Tanout. M. Alassane Salou, précédemment préfet de Tera, est nommé préfet de Boboy. Communication. Le Conseil des ministres a entendu les communications suivantes. Une communication du ministre d'État, ministre de l'Agriculture relative aux préparatifs de la campagne agricole 2014. Une communication du ministre d'État, ministre des Mines et du Développement industriel relative à la ruée vers l'or dans le Djado. Au terme de cette communication, les problèmes suivants ont été relevés. Plus de 10 000 personnes se trouvent sur place. Le flux d'eau se vend à 100 000 francs CFA. Plus de 500 véhicules en provenance des pays étrangers, Tchad, Libye, Soudan, etc., sont sur place et d'autres sont en route. Cette situation pose des problèmes sanitaires et à terme sécuritaires que le gouvernement ne peut ignorer. Pour y faire face, le Conseil des ministres a pris les décisions suivantes. Interdiction de l'accès au site, attribution d'un permis officiel de recherche d'or à la Sopamine. L'ordre du jour étant épuisé, son Excellence, Monsieur le Président de la République, a levé la séance. Voilà donc pour ce qui est des conclusions du Conseil des ministres. Le président de la République s'est entretenu ce jour avec le secrétaire général de la commission mixte nigéro-nigériane de coopération, Abdel-Jalil Suleiman. L'entretien a porté notamment sur une éventuelle interconnexion de la voie ferroviaire du Niger avec le Nigeria et la gestion des eaux partagées pour permettre aux riverains de pratiquer les cultures irriguées. Demain, 3 mai 2014, le monde entier célèbre la journée de la liberté de la presse, placée sous le thème « La liberté des médias pour un avenir meilleur », contribuer à l'agenda de développement post-2015. En prélude à l'événement, le ministre de la Communication, Yahouza Sadissou, a livré un message que nous vous proposons de suivre. La journée mondiale
de la liberté de la presse vient nous rappeler fort opportunément que l'esprit de la Journée mondiale de la liberté de la presse, du reste, tel que prôné par l'UNESCO, c'est une journée d'action qui favorise et permet de mettre sur pied des initiatives qui visent la défense de la liberté de la presse. Une journée d'évaluation afin de dresser le bilan de la liberté de la presse à travers le monde. Une journée de rappel qui permet de rappeler aux États le respect des engagements qu'ils ont pris en la matière. Une journée d'alerte pour aviser le public et accroître la sensibilisation à la cause de la liberté de la presse. Une journée de réflexion pour stimuler les débats parmi les professionnels des médias sur les problèmes qui touchent la presse et l'éthique professionnelle. Une journée commémorative en mémoire des journalistes qui ont perdu la vie pendant qu'ils exerçaient leurs fonctions. Une journée d'appui en faveur des médias qui sont victimes de mesures qui entravent la liberté de la presse ou qui visent à l'abolir. Les autorités de la 7e République attachent la plus haute importance à la question de la liberté de presse, ce qui a conduit le gouvernement à mener plusieurs actions, au nombre desquelles la signature par le président de la République, son Excellence Alhaji Mahamadou Issoufou, de la déclaration de la montagne de la table le 30 novembre 2011, marquant clairement ainsi son attachement à la promotion de la liberté de la presse. À cela, il convient d'ajouter le caractère effectif de la loi portant dépénalisation des délits de presse. L'institution, le 30 novembre de chaque année, d'une journée nationale de la liberté de la presse. La délivrance de plus de 150 cartes professionnelles de presse. La poursuite de l'octroi aux médias privés du fonds d'aide à la presse, dont le montant est passé de 50 millions au départ à 200 millions aujourd'hui, pendant que se poursuivent les réflexions quant à son rehaussement éventuel. En outre, au plan de la formation, elle a été organisée sous l'égide du Conseil supérieur de la communication, plusieurs sessions de renforcement des capacités des acteurs des médias, pendant qu'au plan institutionnel, la convention collective professionnelle et le projet de loi sur la publicité sont désormais élaborés et devraient connaître sous peu, plaise à Dieu, un aboutissement heureux. Au plan international, les multiples et louables efforts en faveur de la promotion de la liberté de presse au Niger ont été reconnus et salués en 2011 par Reporters sans frontières, classant ainsi notre pays aux 4e et 29e places respectivement en Afrique et dans le monde. Même si nous avons reculé de 14 et 5 places en 2012 et 2013 à raison des dérapages de certains médias, je reste convaincu que cette tendance à l'amélioration du baromètre de la presse nigérienne va se poursuivre, grâce notamment au sens du professionnalisme dont font preuve de plus en plus les différents acteurs. C'est pourquoi j'invite les uns et les autres à méditer sur le thème retenu cette année pour la célébration de cette journée, à savoir la liberté des médias pour un avenir meilleur, contribuer à l'agenda de développement post-2015. À travers cette problématique, la presse dans son ensemble est plus que jamais interpellée quant à sa lourde responsabilité de l'éducation et la sensibilisation de nos laborieuses populations relativement à l'atteinte
des objectifs que se sont fixés nos États dans la mise en œuvre de leurs programmes de développement respectifs pour les prochaines années. De la communication à l'enseignement, en marge des festivités marquant la semaine de l'enfant scolarisé, la ministre des Enseignements secondaires a effectué des visites au niveau de plusieurs établissements secondaires à Guidan-Rumji et à la direction régionale des enseignements secondaires de Maradi. Compte rendu Adin Algalas et Sanusi Garba. Dans son déplacement à Maradi, la ministre des Enseignements secondaires Betty Aïchetou Oumani est accompagnée du secrétaire général adjoint du ministère Kassoum Issa, le directeur général des enseignements et celui de la formation initiale et continue. Arrivé à Guidan-Rumji en compagnie des autorités régionales et l'ensemble des directeurs départementaux des enseignements secondaires, la délégation ministérielle a visité le CS de Guidan-Rumji. Celui-ci compte à la rentrée d'octobre 2013-2014 2558 élèves pour 33 classes et 54 professeurs. Les résultats du CS montrent un taux de réussite supérieur à 50% l'année dernière et a occupé la première et la troisième place de la région au BEPC. Cependant, l'établissement est confronté à un certain nombre de difficultés comme le manque d'électricité, la dégradation de certains bâtiments, etc., etc. Ces difficultés ont fait l'objet de doléances présentées à Madame la ministre, qui a pris l'engagement de les faire étudier pour être solutionnées. Toujours au CS Guidan-Rumji, une visite guidée a permis à Madame Betty de découvrir et apprécier la taille de l'établissement, son potentiel humain et matériel, ainsi que le corps professoral, notamment les contractuels qui ont soumis la difficulté liée au paiement de leur salaire. À ce sujet, la ministre a exhorté les contractuels à faire domicilier leurs salaires dans les institutions financières de proximité afin de solutionner leurs difficultés. Au collège d'El Kolta, la ministre a constaté avec satisfaction que les enseignants et les parents d'élèves sont investis pour le meilleur de leurs enfants. Elle a en outre apprécié le bon état des classes de cet établissement. Au niveau de la ville de Maradi, la ministre des enseignements secondaires est allée au CS Raouda. Elle est toujours en compagnie des premiers responsables, le gouverneur Abdou Maman, le premier vice-président du conseil régional Siraj Moussa et le maire central Kassoum Mokhtar. Le CS Raouda, créé en 1980, compte un effectif de 3615 élèves. La moyenne d'élèves par classe de 6e et 5e est de 120 élèves. Devant cette situation, le gouvernement a entrepris de construire 17 classes, dont 12 à un niveau. La ministre Betty Aïchetou a constaté avec satisfaction l'état d'avancement des travaux de ces classes pour s'en féliciter. Elle a mis à profit sa présence dans cet établissement pour louer les efforts consentis par le corps professoral et les parents d'élèves à travers les COGES qui œuvrent pour la réussite de l'école nigérienne. La ministre des enseignements secondaires a également loué cette initiative du Conseil des villes qui consiste à construire le mur de l'établissement pour 29 millions de francs CFA et la mise à disposition de 1000 tables bancs et 250 autres pour les préscolaires à hauteur de 31 millions de francs CFA. Au CS Roda comme au CS Bagalam, Aïchetou Oumani a encouragé les élèves dans leurs études et leur a souhaité bonne chance pour les examens de fin d'année. La direction régionale des enseignements secondaires a été visitée de fond en comble par la ministre et d'une façon générale, toutes les dispositions sont prises pour le bon déroulement des examens et a priori, l'on ne note aucun problème majeur. Au cours des visites de courtoisie au sultan du Katsina et à celui du Gobir, la ministre des enseignements secondaires leur a transmis les salutations du président Issoufou Mamadou et les compliments du premier ministre Birji Rafini. Madame Betty a également témoigné aux deux sultans la reconnaissance du gouvernement relativement aux efforts qu'il déploie. À Tillabéri, ouverture ce matin de la réunion d'installation des points focaux de la mise en œuvre des recommandations des activités relatives au dialogue politique et de la consolidation de la paix. C'est le gouverneur de la région qui a présidé la cérémonie. Abdoulaye Soumana et Joubonouhou pour le compte rendu. Il s'agira au cours de cette réunion d'installer les points focaux, de définir le cadre institutionnel de suivi des recommandations de FORA, caravanes et missions de sensibilisation, d'apprécier le mode actuel d'évaluation de la mise en œuvre des recommandations et proposer s'il y a lieu des améliorations, mais aussi de déterminer les modalités de motivation des points focaux. Dans le discours qu'il a prononcé, le secrétaire général de la Haute Autorité à la consolidation de la paix se réjouit de la présence des différents acteurs à cette réunion. Ibrahim Boukari Abdoulaye s'est ensuite appesanti sur les 3 axes fondamentaux autour desquels s'articulent les actions de la Haute Autorité à la consolidation de la paix. L'axe sécuritaire sur lequel la Haute Autorité travaille en concert avec le FDS
sur la sécurisation à travers l'alerte et l'information grâce aux importants relais dont le son dispose au niveau de chaque région de sa zone d'intervention. Il y a l'axe socio-économique avec l'intervention et les actions de relèvement pour aider les communautés à résister et à se relever face à la fragilisation du tissu socio-économique de la zone due au conflit armé et à l'état de mise en garde auquel s'est ajouté l'afflux de réfugiés maliens et de retournés de Libye et de la Côte d'Ivoire et tout récemment du Nigeria. Il y a l'axe du dialogue et de prévention des conflits au niveau duquel les actions de la haute autorité tournent autour de l'animation du dialogue politique et social pour la promotion de la culture de la paix en collaboration avec les chefs traditionnels, les organisations de la société civile, les élus locaux, les forats et les cadres. Cette initiative de la haute autorité à la consolidation de la paix, Assimi Oudiabri a rappelé les importantes actions menées par l'État et ses partenaires dans le cadre de la consolidation de la paix et de l'amélioration des conditions de vie des populations. La haute autorité a tenu plusieurs forums à l'intérieur du pays, dont ici également à Tillabéri, où la haute autorité nous a accompagnés au niveau de la région dans le processus de normalisation des conditions de vie et de sécurité des populations nord de la région de Tillabéri. Nous savons également que des recommandations ont été dégagées suite à ces différentes rencontres et nous avons aussi bénéficié du parcours des caravanes dans toute la région nord de la région de Tillabéri. Et je crois que c'est important aujourd'hui que la haute autorité installe des points focaux au niveau des ministères sectoriels pour justement le suivi des différents engagements issus ou des forums ou de ces caravanes. Au regard de l'importance de cette rencontre, le gouverneur de la région de Tillabéri a exhorté les participants à être assidus afin que l'objectif poursuivi soit atteint. Le secrétaire général du gouvernement a organisé hier après-midi au jardin du Palais des Congrès une cérémonie de revoir aux agents des archives nationales admis à faire valoir leur droit à la retraite. À cette occasion, des témoignages officiels de satisfaction ont été décernés à ces agents. D'autres précisions avec Amsat Mohamedou et Haman Sen. Madame Bankoula Aminatou Mayaki, j'ai l'honneur, au nom du secrétariat général du gouvernement, de vous décerner ce témoignage officiel de satisfaction. Monsieur Idrissa Yansambou Mega, j'ai l'honneur de vous décerner, au nom du secrétariat général du gouvernement, ce témoignage officiel de satisfaction. Madame Ide Zoubedatou Ousmane, j'ai l'honneur de vous décerner ce témoignage officiel de satisfaction. À travers ce geste, le secrétariat général du gouvernement vient ainsi d'honorer ses agents admis à faire valoir leur droit à la retraite. Cette initiative salutaire est une façon de remercier de la plus belle manière ces agents du service de l'Archive nationale qui ont beaucoup contribué à la réussite de la mission du secrétariat général du gouvernement. En somme, ils ont contribué à la bonne marche des administrations de l'État, a dit le directeur des ressources humaines du secrétariat. Très ému par cette distinction, Idrissa Yansambou a, au nom de ses autres collègues, remercié le secrétaire général du gouvernement pour cette marque d'estime. L'honneur m'échoit ce soir de prendre la parole suite à notre départ à la retraite pour vous remercier, monsieur le secrétaire général du gouvernement, d'avoir bien voulu organiser cette cérémonie. Après les retraites organisées sur les activités des services du secrétariat général à la TAPOA en 2012 et 2013,